Leur rire était déformé, inhumain, et se mêlait aux cris de douleur qu'ils m'arrachaient. J'étais un simple employé dans ce parc d'attractions, celui où les cris et les rires se mêlaient dans un tourbillon constant d'émotions. Mon travail consistait à superviser le train de l'horreur, une attraction qui, au fil des années, avait acquis une réputation sinistre. L'un des personnages principaux de cette attraction était Hervé, un vieux clown au visage couvert de maquillage craquelé, ses yeux cachés sous un masque de terreur qui semblait bien trop réaliste pour n'être qu'un déguisement. Hervé jouait son rôle à la perfection. Il se cachait dans les recoins sombres des couloirs, surgissant de nulle part pour effrayer les visiteurs. Ses cris perçants, son rire sinistre, tout chez lui donnait l'impression qu'il était bien plus qu'un simple acteur. Il était l'âme du train de l'horreur. Puis, ce jour-là est arrivé. Il faisait sombre, bien sûr, comme d'habitude dans ce coin du parc. Le train venait de terminer un tour, et des visiteurs, sortant du manège, riaient nerveusement en racontant comment Hervé leur avait fait la peur de leur vie en se balançant au-dessus des rails, une corde autour du cou. Ils pensaient que c'était une nouvelle mise en scène, une nouveauté pour rendre l'attraction encore plus effrayante. Quand la dernière tournée s'est terminée et que nous avons fermé le parc, je me suis rendu compte que je n'avais pas vu Hervé sortir avec les autres. Ce n'était pas dans ses habitudes de traîner après les heures de fermeture. Quelque chose me paraissait bizarre, une angoisse inexplicable se mettait à monter en moi. Je suis donc retourné dans l'attraction, une lampe torche à la main, mais pas résonnant contre les rails de l'attraction. Tout était silencieux, anormalement silencieux. En entrant dans la partie la plus sombre du parcours, là où Hervé aimait faire ses apparitions, mon faisceau de lumière a capté une silhouette pendue. Mon cœur s'est arrêté. C'était Hervé. Il était suspendu, inerte, ses yeux clos, son corps se balançant légèrement avec le mouvement d'air. La corde autour de son cou se tendait vers le plafond, juste au-dessus des rails. La vision était d'autant plus terrifiante que son maquillage de clown était intact, figé dans une expression de folie grotesque. Le choc m'a frappé si violemment que j'ai lâché ma lampe. La lumière vacillante m'a montré l'horreur de la scène sous un angle cruel, m'empêchant de croire ce que je voyais. Le parc a été fermé pendant plusieurs jours. La police a fait son enquête, mais tout indiquait un suicide. Aucun indice n'expliquait pourquoi Hervé avait fait cela, ici, dans ce lieu où il avait tant effrayé les autres. Pour honorer sa mémoire, nous avons décidé de retirer le personnage du clown de l'attraction. Plus de Hervé pour faire peur aux visiteurs. C'était fini. Ou du moins, c'est ce que nous croyions. Quand le parc a rouvert, les visiteurs ont commencé à sortir du train de l'horreur en parlant du clown fou qui leur hurlait dessus dans l'obscurité, son visage déformé par une expression de pure démence. Certains décrivaient même l'apparition de façon si précise que cela nous glaçait le sang. Comment pouvait-il être là alors que nous avions retiré tout ce qui le concernait ? Personne n'était censé jouer ce rôle. La situation a empiré. Les cris des visiteurs ne semblaient plus seulement être de la peur, mais de la panique réelle. Les gens disaient que le clown les suivait du regard, que son rire résonnait dans leur tête longtemps après avoir quitté l'attraction. Nous avons fouillé l'endroit de fond en comble, mais rien, aucun acteur, aucune preuve. Juste ces témoignages troublants qui continuaient d'affluer. Le train de l'horreur était devenu plus qu'une simple attraction. Il était hanté, marqué par la présence d'Hervé, qui, même dans la mort, refusait de quitter les lieux. Je ne pouvais plus passer près de l'attraction sans sentir un frisson glacé parcourir mon échine, comme si quelque chose me regardait depuis l'obscurité, un rire fou étouffé dans les ténèbres. Nous avons tenté de rassurer les visiteurs, mais à chaque fois que j'entendais un nouveau récit sur le clown, j'avais l'impression qu'Hervé continuait à vivre à travers cette peur. C'était comme si le manège avait pris une vie propre, alimenté par la terreur des gens et l'esprit tourmenté d'Hervé. Le train de l'horreur n'était plus seulement une attraction, c'était un piège, un endroit où les peurs les plus profondes prenaient vie, guidées par un clown qui ne trouverait jamais le repos. Je n'ai jamais su ce qui était le plus terrifiant dans cette prison, les murs gris et oppressants, ou le sourire figé et dérangeant de mon compagnon de cellule. Il s'appelait Victor, et dès le premier jour, j'ai su qu'il y avait quelque chose de profondément troublant chez lui. Il ne parlait jamais, pas un mot, mais ce sourire. Il restait là, suspendu sur son visage, comme un masque que rien ne pouvait faire tomber.
Victor avait une routine bizarre, presque rituelle. Chaque matin, avant même que les gardiens ouvrent les cellules pour la promenade, il sortait un petit récipient où il gardait une sorte de poudre blanche. Je l'ai observé en silence, le regardant appliquer cette poudre sur son visage avec une précision maladive. Elle était épaisse, presque comme du plâtre. J'ai fini par comprendre qu'il fabriquait ça avec du dentifrice séché, qu'il laissait durcir sur le rebord de l'évier. Le plus perturbant, c'était ce qu'il faisait ensuite. Il sortait des lames de rasoir dissimulées sous son matelas et, avec une lenteur qui me retournait l'estomac, il se coupait les lèvres. Il le faisait avec une précision effrayante, traçant soigneusement le contour de sa bouche pour que le sang ruisselle, teintant ses lèvres d'un rouge sinistre, comme une espèce de maquillage grotesque. Je ne lui parlais jamais. Je n'avais pas besoin de connaître son histoire pour savoir que c'était quelqu'un avec qui il valait mieux garder ses distances. Mais dormir à côté d'un type pareil, je n'arrivais pas à fermer l'œil sans imaginer ce qu'il pourrait me faire si l'envie lui prenait. Les bruits dans la nuit, le grincement du lit, son souffle régulier, tout prenait une dimension terrifiante. Un jour, j'ai parlé de Victor à d'autres détenus. Ils m'ont regardé avec un mélange de pitié et de crainte. « Fais gaffe à Victor », m'ont-ils dit. « Ce mec, il est là depuis 20 bails. Personne ne veut partager sa cellule, mais on n'a pas toujours le choix ici. » D'après ce qu'il savait, il avait été victime d'atrocités durant son enfance. Son beau-père, un salaud sans nom, avait abusé de lui pendant des années. Un jour, Victor l'avait tué. Mais ce meurtre n'avait rien libéré en lui, rien apaisé. Au contraire, ça l'avait brisé d'une manière irréparable. Pourquoi se déguisait-il en clown? Pourquoi ce rituel morbide? Personne ne semblait le savoir avec certitude, mais certains disaient qu'il essayait d'effacer le visage de l'enfant qu'il avait été, ce gamin innocent qui avait été détruit. D'autres pensaient que c'était sa manière de devenir son propre cauchemar, pour que personne d'autre ne puisse l'atteindre. Une nuit, alors que je luttais encore pour trouver le sommeil, j'ai entendu Victor murmurer pour la première fois. C'était comme un chuchotement, à peine audible, mais suffisant pour me glacer le sang. « Tu veux voir mon sourire » a-t-il dit, sa voix rauque et tremblante. Je me suis figé, mes yeux fixant le plafond. « Tu veux voir ce qu'ils m'ont fait » Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. J'étais paralysé par la peur, mes poings serrés contre les draps comme si cela pouvait me protéger. Mais il n'a rien fait. Il s'est simplement remis à rire doucement, un rire qui n'avait rien d'humain, un son qui hantait mes cauchemars. Le lendemain matin, il a recommencé son rituel comme si de rien n'était, souriant toujours avec cette bouche ensanglantée. C'est à ce moment-là que j'ai compris que Victor n'était plus vraiment là. Il n'était plus qu'une coquille vide, hantée par les fantômes de son passé, un clown tragique enfermé dans une prison bien plus sombre que celle où nous étions tous enfermés. Ils ont fini par me changer de cellule après plusieurs demandes et vu que j'avais un bon comportement ils ont accepté, mais je n'oublierai jamais ce mec. Je m'appelle Emma, et à l'époque, j'étais une étudiante passionnée de cinéma, ce qui faisait de mon travail de babysitter pour les Jenkins un véritable plaisir. Leurs deux passions, le cinéma et les objets de collection, faisaient de leur maison un lieu fascinant, presque magique. Ils possédaient une collection impressionnante de figurines grandeur nature des personnages les plus emblématiques du grand écran. Batman, Indiana Jones, Freddy Krueger, et même une réplique exacte de la créature du Marais. À chaque fois que j'entrais dans leur maison, je me sentais comme dans un musée secret, un lieu où l'histoire du cinéma prenait vie. Les Jenkins travaillaient tous deux dans l'industrie du cinéma. Monsieur Jenkins était un producteur de films d'action à succès, tandis que Madame Jenkins travaillait comme décoratrice de plateau. Ils avaient ce flair pour les détails, et cela se voyait dans leur maison. Chaque figurine était soigneusement positionnée, chaque pièce était un hommage à leur passion commune. Ce soir-là, ils avaient un dîner très important en ville, une soirée où des décisions majeures allaient être prises pour leur prochain projet. Comme d'habitude, ils m'avaient demandé de garder leur fils, Max, un petit garçon de 6 ans, doux et curieux, avec lequel j'avais toujours plaisir à passer du temps. En arrivant chez eux, j'ai pris quelques minutes pour admirer à nouveau leur collection. Rien n'avait changé, du moins en apparence. J'étais particulièrement fasciné par leur nouvelle acquisition, une magnifique statue de Batman dans le coin du salon. Mais ce soir-là, quelque chose d'autre attira mon attention.
Alors que je fermais la porte derrière moi après avoir salué les Jenkins, j'ai remarqué, du coin de l'œil, une nouvelle figurine près de l'entrée. C'était un clown, mais pas un de ceux qui font rire les enfants lors des fêtes. Non, celui-ci était terrifiant, avec un sourire cruel, des dents pointues et un regard qui semblait suivre chacun de mes mouvements. Son costume était vieux et taché, comme s'il avait vu de nombreux spectacles dans des lieux où personne ne rirait jamais. Je me suis dit que c'était sûrement une nouvelle acquisition, peut-être pour un projet de film d'horreur. Les Jenkins avaient l'habitude de collecter des objets assez effrayants, mais ce clown avait quelque chose de différent, quelque chose de presque vivant. Je l'ai ignoré, pensant que c'était mon imagination qui me jouait des tours. La soirée s'est déroulée tranquillement. Max s'est endormi rapidement après notre rituel habituel, un livre d'histoire et une petite chanson. Je me suis ensuite installé dans le salon pour regarder un film, entouré par ces figures immobiles qui, d'habitude, me rassuraient. Ce soir-là, cependant, l'ambiance était différente. Chaque ombre me paraissait plus profonde, chaque craquement de la maison plus sinistre. Vers 22h, Madame Jenkins m'a appelé pour s'assurer que tout allait bien. C'était une habitude chez eux, et cela me faisait toujours plaisir de savoir qu'ils prenaient des nouvelles. Je lui ai dit que tout se passait bien et, sur le ton de la conversation, j'ai mentionné à quel point je trouvais leur nouvelle figurine du clown effrayante mais impressionnante. Je lui ai demandé si c'était pour un nouveau film d'horreur. Il y a eu un silence au bout du fil, un silence bien trop long pour être normal. Puis, d'une voix tremblante, elle m'a demandé de répéter ce que je venais de dire. Je lui ai redécrit la figurine en détail, pensant qu'elle s'apprêtait à me faire une blague sur une nouvelle acquisition secrète. Ce qu'elle m'a dit ensuite m'a glacé le sang. « Emma, écoute-moi bien. Nous n'avons jamais acheté de figurine de clown. Il n'y a aucune nouvelle figurine dans la maison. Prends Max immédiatement et enferme-toi dans le bunker au sous-sol. Fais-le tout de suite. J'appelle la police. » Son ton ne laissait aucun doute, elle était terrifiée. Mon cœur a commencé à battre à tout rompre. Je me suis levé d'un bond, ma tête tournant à cause de l'adrénaline qui montait. Je suis retourné à l'entrée pour vérifier. Mais le clown avait disparu. Je n'avais jamais couru aussi vite de ma vie. Je me suis précipité à l'étage, j'ai secoué doucement Max pour le réveiller. Il était encore à moitié endormi, mais quand il a vu l'expression sur mon visage, il a su que quelque chose n'allait pas. Je lui ai dit qu'on devait jouer à un jeu, qu'on devait aller se cacher dans le bunker. Il a hoché la tête, mais je pouvais voir la peur dans ses petits yeux. Nous avons dévalé les escaliers, traversé la maison jusqu'au sous-sol. J'ai ouvert la lourde porte en acier du bunker, le seul endroit où je savais que nous serions en sécurité. Une fois à l'intérieur, j'ai verrouillé la porte derrière nous, mes mains tremblantes et glacées. Max s'est blotti contre moi, ses petits bras autour de mon cou. Nous étions dans le noir, seulement éclairés par la faible lueur de la lampe de poche que j'avais trouvée en bas. J'essayais de respirer lentement, de ne pas penser à ce que j'avais vu, ou plutôt à ce que je n'avais pas vu. Mais alors, nous avons entendu les bruits. Des coups sourds contre la porte du bunker. Lentement, méthodiquement, comme si quelqu'un essayait de s'assurer que nous savions qu'il était là. Mon esprit se précipitait. Est-ce que c'était réel ? Est-ce que c'était un cauchemar ? Je sentais Max trembler contre moi, et je savais que je devais être forte, ne pas céder à la panique. Mais les coups continuaient, rythmés, implacables. Nous étions piégés. Finalement, après ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai entendu des voix au-dessus de nous. La porte du bunker s'est ouverte, et j'ai vu les visages terrifiés de Madame Jenkins et des policiers. J'ai éclaté en sanglots, incapable de contenir l'émotion. Nous sommes remontés, mais il n'y avait aucune trace du clown. Les policiers ont fouillé toute la maison, chaque recoin, chaque placard, mais rien. Pas une trace, comme s'il n'avait jamais existé. Mais je savais ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti. Le clown était là, bien réel. Et il avait disparu sans laisser de traces. Les Jenkins ont essayé de rationaliser ce qui s'était passé, de me dire que j'avais probablement halluciné, que le stress m'avait joué un tour. Mais la vérité, c'est que je n'ai jamais cru à cette explication. Je savais ce que j'avais vu, et je savais que quelque chose, ou quelqu'un, avait voulu nous faire du mal cette nuit-là.
Le mystère du clown n'a jamais été résolu. Mais chaque fois que je repense à cette nuit, un frisson me parcourt l'échine. Et je me demande, où est-il maintenant ? Je me souviens encore du jour où j'ai découvert le côté étrange de mon copain. On sortait ensemble depuis quelques mois, et jusque-là, tout semblait normal. Puis un soir, il m'a demandé quelque chose d'inattendu. Il m'a parlé de ce fantasme qu'il avait, ce délire, comme il l'appelait. Il voulait que je m'habille en clown, que je me maquille, que je porte une perruque colorée, et que je ris de façon exagérée pendant que nous faisions l'amour. Il voulait aussi que je l'attache, que je sois le clown qui le dominait. Sur le moment, j'étais surprise, presque choquée. Mais je me suis dit, chacun ses fantasmes, non ? J'ai accepté, même si je trouvais ça étrange, presque dérangeant. Après tout, il n'y avait rien de mal à ça, tant que nous étions tous les deux consentants. Les premières fois ont été particulièrement bizarres. Le maquillage, la perruque, le nez rouge, tout cela me mettait mal à l'aise. Mais je voulais lui faire plaisir, alors j'ai joué le jeu. Je faisais des blagues, je riais comme un clown, et je l'attachais comme il le voulait. C'était devenu une sorte de rituel, quelque chose qu'il demandait de plus en plus souvent. Et même si je n'étais jamais vraiment à l'aise avec ça, je me disais que c'était juste un fantasme un peu décalé. Un jour, alors que je discutais avec sa mère lors d'un dîner de famille, elle a commencé à parler de son enfance. Elle mentionnait des souvenirs de ses anniversaires, et c'est là que le sujet est venu. Elle a parlé d'une fête particulière, quand il avait 6 ans. Elle se souvenait d'avoir embauché un clown pour l'amuser, comme c'était courant à l'époque. Mais après cette fête, il avait changé, il était devenu plus renfermé, plus anxieux. Curieuse, j'ai poussé un peu la conversation, essayant de comprendre ce qui avait pu se passer ce jour-là. C'est alors qu'elle a mentionné quelque chose qui m'a glacé le sang. Apparemment, ce clown avait été accusé plus tard d'avoir abusé d'enfants lors de fêtes. Mon cœur s'est serré en entendant cela. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. Après ce dîner, je n'arrêtais pas d'y penser. Je me suis senti submergé par un mélange de tristesse et de malaise. Toutes ces fois où je m'étais déguisé en clown pour lui. Je réalisais que ce n'était pas juste un fantasme bizarre, c'était un moyen pour lui de revivre un traumatisme de son enfance, de le contrôler d'une manière qu'il ne pouvait pas à l'époque. Je ne pouvais pas ignorer cette révélation. Un soir, j'ai décidé de lui en parler. Je lui ai dit ce que sa mère m'avait raconté. Il est resté silencieux, visiblement bouleversé. Finalement, il a admis que c'était vrai. Ce clown avait brisé quelque chose en lui ce jour-là, et d'une manière tordue, ces jeux que nous faisions ensemble lui permettaient de reprendre le contrôle. Je ne savais pas quoi dire. J'étais dévasté pour lui, mais aussi confus sur notre relation. Je l'aimais, mais je ne pouvais plus continuer comme avant, pas en sachant ce que cela signifiait vraiment pour lui. Nous avons parlé longtemps cette nuit-là, de ses souvenirs, de ses peurs, de ce qui l'avait poussé à développer ce besoin. C'était douloureux, mais nécessaire. Il a accepté de chercher de l'aide, de parler à un thérapeute. Notre relation n'a plus jamais été la même après cela, mais il était important pour lui de commencer à guérir. C'est une histoire que je porte encore en moi, une histoire de douleur, de compréhension, et de la manière dont les blessures du passé peuvent s'infiltrer dans le présent. Mais c'est aussi une histoire d'amour, d'écoute et de soutien, même dans les moments les plus sombres. Je me souviens de la première fois où j'ai vu ce clown. C'était une journée normale, une de ces journées où tout semble banal et sans histoire. Je sortais de chez moi pour me rendre au travail, et en fermant la porte derrière moi, je l'ai aperçu au bout de la rue. Il se tenait là, immobile, tenant un ballon rouge dans sa main. Sa tenue était celle d'un clown classique, un costume bouffant, des chaussures énormes, et ce maquillage effrayant qui transformait son sourire en une grimace sinistre. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'il me regardait fixement. Et puis, doucement, il a levé sa main libre et m'a fait un signe de la main. Un coucou. Juste un coucou, comme si nous nous connaissions. Je me suis figé, perplexe. Puis, secouant la tête, je me suis dit que c'était probablement un acteur en route pour une fête d'anniversaire ou un événement quelconque. Mais il y avait quelque chose dans ce regard, dans ce geste, qui me mettait mal à l'aise.
Je suis monté dans ma voiture, jetant un dernier coup d'œil dans le rétroviseur. Le clown était toujours là, me fixant, son ballon rouge flottant doucement dans l'air. Je n'y ai plus pensé de la journée, trop occupé par le travail. Mais ce soir-là, alors que je sortais dîner avec des amis dans un petit restaurant du centre-ville, je l'ai revu. Nous étions assis à notre table, riant et discutant, quand mes yeux se sont posés sur une table à quelques mètres de nous. Le clown était là. Assis seul, toujours avec son ballon, me regardant à nouveau. Il a fait un autre coucou, lent, presque moqueur. Le malaise est revenu, plus intense cette fois. J'ai essayé de me concentrer sur la conversation avec mes amis, de me dire que c'était juste une coïncidence bizarre, mais c'était impossible de l'ignorer. Chaque fois que je jetais un coup d'œil, il était là, immobile, me fixant. Plus tard, après le dîner, nous avons décidé d'aller voir un film. Je pensais que changer d'endroit m'aiderait à oublier ce clown étrange. Mais au milieu du film, j'ai ressenti une étrange sensation, comme si quelqu'un m'observait. Je me suis retourné lentement, et il était là. Assis plusieurs rangées derrière nous, toujours avec ce même sourire figé, tenant son ballon rouge. Cette fois, il ne m'a pas fait signe, mais le simple fait de le voir m'a glacé le sang. Le phénomène a continué. Que je sois au parc, dans les magasins, ou même en randonnée, ce clown apparaissait toujours. Un jour, alors que je profitais d'une promenade dans la nature pour me détendre, je l'ai vu assis sur un banc au détour d'un sentier. Il était là, comme s'il m'attendait, et m'a fait signe de la main encore une fois, avec ce même ballon rouge. Même chez moi, je n'étais pas en sécurité. Je pouvais être tranquillement en train de lire dans mon salon et, en jetant un coup d'œil par la fenêtre, je le voyais en bas, dans la rue, agissant comme s'il vivait sa vie, arrosant des plantes, réparant une voiture qui n'était même pas à lui. Il était partout. Il hantait mes jours, envahissait mes nuits. J'ai commencé à douter de ma propre santé mentale. Je me suis décidé à en parler à mes amis. Nous étions assis ensemble dans un café, et je leur ai raconté cette histoire folle. Je leur ai demandé pourquoi, selon eux, ce foutu clown me suivait partout. Leur réaction m'a presque plus terrifié que le clown lui-même. Ils m'ont regardé comme si j'étais en train de leur raconter une blague de très mauvais goût, ou comme si j'avais complètement perdu la tête. Aucun d'entre eux n'avait jamais vu ce clown. C'est là que j'ai su que quelque chose n'allait pas. Je n'étais pas en train de vivre une simple coïncidence. J'avais peur de devenir folle. Finalement, j'ai pris rendez-vous chez un psychiatre. J'avais besoin de savoir ce qui se passait, pourquoi ce clown m'apparaissait sans cesse. Lors de ma première séance, après avoir raconté tout ce que j'avais vécu, le psy m'a écouté attentivement, sans me juger. Il m'a posé des questions sur ma famille, sur mes antécédents médicaux. C'est là que je me suis souvenu, ma mère avait souffert de schizophrénie. Une réalité que j'avais toujours voulu oublier. Le diagnostic est tombé. J'étais en train de développer les premiers symptômes de schizophrénie. Le clown que je voyais, si terrifiant et omniprésent, n'existait pas en dehors de mon esprit. C'était une hallucination, une manifestation de la maladie. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Comment étais-je censé vivre avec ça ? On m'a prescrit des médicaments pour gérer les symptômes. Je les ai pris, même si je détestais ça, même si cela me faisait sentir encore plus malade. Au fil du temps, les visions du clown ont commencé à s'estomper. Mais la peur restait. Chaque fois que je voyais un ballon rouge, chaque fois que je croisais un clown, même à la télévision, je sentais ce frisson familier parcourir ma colonne vertébrale. Aujourd'hui, je vais mieux, mais je sais que ce clown n'est jamais loin, caché dans les recoins sombres de mon esprit, prêt à réapparaître si je baisse ma garde. C'est une bataille quotidienne, une lutte pour maintenir la réalité en place. Et même si je prends mes médicaments, une partie de moi redoute toujours de le revoir, de sentir à nouveau ce regard pesant sur moi. Parce que maintenant, je sais que le véritable cauchemar n'est pas le clown en lui-même, mais la peur de perdre le contrôle sur ma propre réalité. Quand j'étais enfant, je croyais que les monstres ne vivaient que dans les livres et les films, jusqu'au jour où j'ai découvert qu'ils pouvaient aussi porter des costumes de clown. C'était au milieu des années 70, un été où l'air était épais et lourd, et où les rires des enfants résonnaient encore tard dans la nuit. J'avais 10 ans,
et ma plus grande préoccupation était de savoir si j'allais enfin réussir à grimper en haut du grand chêne du parc. Mes amis et moi passions nos journées à explorer chaque coin de notre quartier, à inventer des histoires de pirates et de trésors cachés, loin de nous douter que le véritable danger n'était pas une créature imaginaire, mais un homme bien réel. Un après-midi, alors que nous traînions près du parc, un homme est apparu, vêtu d'un costume de clown. Ses cheveux bouffants étaient d'un rouge éclatant, et son sourire peint s'étirait bien trop largement pour être rassurant. Il tenait des ballons multicolores dans une main et distribuait des bonbons de l'autre. Pour un enfant, c'était une vision presque magique, comme un personnage de fête sorti tout droit d'un rêve. Il s'approcha de nous, son visage éclatant de ce qui semblait être une gentillesse exagérée. « Salut les enfants. Qui veut un ballon ?» Sa voix était douce, mais quelque chose en elle sonnait faux. Mes amis, naïfs et excités, se sont précipités vers lui, riant et tendant leurs mains pour attraper les friandises. Mais moi, je suis resté en retrait. Une sensation étrange s'était emparée de moi, un instinct primal me murmurant de rester à l'écart. Le clown a remarqué mon hésitation et s'est tourné vers moi, ses yeux sombres s'accrochant aux miens. « Pourquoi tu ne viens pas toi aussi, petit ? Je ne mords pas. » Il a éclaté de rire, mais ce son n'avait rien de joyeux. C'était creux, presque mécanique. À ce moment-là, un frisson glacé a parcouru ma colonne vertébrale. Je ne savais pas pourquoi, mais chaque fibre de mon être me criait de fuir. J'ai secoué la tête, murmurant une excuse maladroite sur le fait que je devais rentrer chez moi. Il m'a fixé pendant ce qui m'a semblé une éternité, son sourire figé, avant de hocher la tête doucement. « Comme tu veux, petit. » Je suis parti en courant, laissant mes amis derrière moi. Je ne pouvais pas expliquer ce qui m'avait tant effrayé, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Ce n'est que des années plus tard que j'ai découvert la vérité. Ce clown n'était autre que John Wayne Gacy, l'homme qui allait bientôt être connu comme le clown tueur. Peu de temps après cette rencontre, des enfants ont commencé à disparaître dans notre quartier. Les journaux parlaient de ces disparitions comme de simples fugues, mais nous, les enfants, savions que quelque chose de bien plus sombre se passait. J'ai appris par la suite que Gacy avait été arrêté, et que sous son masque de clown, il cachait l'un des esprits les plus tordus et les plus meurtriers que ce pays ait jamais connu. À chaque fois que je repense à ce jour, je ne peux m'empêcher de me demander ce qui se serait passé si j'avais pris ce ballon, si je m'étais approché de cet homme au lieu de fuir. Ce qui m'a sauvé, ce n'est pas la chance, mais cette petite voix intérieure, ce sentiment viscéral que quelque chose clochait. Aujourd'hui encore, des années après ces événements, je ne peux regarder un clown sans ressentir ce même frisson glacé, sans entendre ce rire creux qui résonne dans ma mémoire. Et je me demande toujours, combien d'autres enfants n'ont pas eu cette chance. Tout a commencé il y a quelques mois, par des messages cryptiques sur mes réseaux sociaux. Au début, je ne leur prêtais pas attention, pensant qu'il s'agissait d'un simple troll ou d'un mauvais plaisantin. Mais les messages se sont intensifiés, devenant de plus en plus inquiétants. Ils étaient toujours signés « Le Joker ». Le premier message disait simplement « Pourquoi si sérieux ?» C'était suivi de rires numériques, de mots éparpillés comme des énigmes. J'ai essayé de les ignorer, puis de bloquer le compte. Mais chaque fois que je le faisais, un nouveau profil apparaissait. Toujours avec le même avatar, le même sourire sinistre et les mêmes références au Joker, ce personnage fictif devenu une obsession malsaine pour certains. Au début, j'ai pensé que c'était un ado qui jouait à être effrayant. Mais à mesure que le temps passait, les messages prenaient une tournure plus personnelle. Il savait des choses sur moi, des détails que je ne partageais pas en ligne. Il faisait référence à des endroits où j'avais été, à des personnes que je connaissais. Cela me glaçait le sang. Un jour, en sortant du métro, j'ai eu cette sensation étrange d'être observé. J'ai tourné la tête et je l'ai vu. Il se tenait là, à l'angle de la rue, les cheveux teints en vert, le visage pâle avec du rouge à lèvres qui dépassait les contours de sa bouche. Il me regardait fixement, ses yeux brillant d'une lueur dérangée. J'ai figé, mon cœur battant à tout rompre. Mais dès que nos regards se sont croisés, il s'est retourné et a couru dans l'autre direction, disparaissant dans la foule. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à lui, à ce visage grotesquement maquillé, à cette manière de fuir dès qu'il se sentait découvert. Qui était-il ?
Pourquoi s'acharnait-il sur moi? Je suis allé à la police, mais à chaque fois que je racontais mon histoire, je pouvais voir leur scepticisme. C'est juste un troll, ne vous inquiétez pas, me disait-il. Mais je savais que c'était plus que ça. Un soir, alors que je me préparais à aller me coucher, j'ai ressenti cette même sensation d'être observé. J'étais dans ma chambre, les rideaux tirés, mais quelque chose m'a poussé à jeter un coup d'œil par la fenêtre. Là, dans l'obscurité, j'ai vu une silhouette. Il était là, dehors, à me regarder. Ses cheveux verts brillaient sous la lumière du lampadaire, et même à cette distance, je pouvais distinguer son sourire dément, souligné par ce rouge à lèvres trop vif. J'ai reculé, mon cœur battant à tout rompre. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à attraper mon téléphone pour appeler la police. Il était là, dehors, à me regarder, à m'attendre. Mais quand je suis revenu à la fenêtre pour vérifier s'il était toujours là, il avait disparu. Comme un fantôme. Les jours qui ont suivi, je n'ai pas arrêté de penser à lui. À ce qu'il voulait vraiment. À ce qu'il pourrait faire. J'ai commencé à voir son visage partout, dans chaque reflet, dans chaque coin sombre. Je ne pouvais plus sortir de chez moi sans avoir l'impression qu'il était là, quelque part, à m'observer. Puis, un soir, alors que je vérifiais mes messages, un nouveau message est apparu, signé du Joker. Je te vois. Je suis plus proche que tu ne le penses. Mon sang s'est glacé. Comment savait-il? Était-il encore là, dehors, à m'espionner? Ou pire, était-il déjà à l'intérieur? J'ai passé la nuit éveillé, chaque petit bruit me faisant sursauter, chaque ombre me semblant être lui. Le lendemain, je savais que je devais faire quelque chose. Je ne pouvais plus vivre dans la peur. J'ai décidé de prendre rendez-vous avec un thérapeute, espérant qu'il pourrait m'aider à comprendre comment gérer cette situation. Lors de ma première séance, après avoir raconté toute l'histoire, le thérapeute m'a regardé avec un mélange de compassion et de gravité. Il m'a demandé si j'avais des antécédents familiaux de troubles mentaux. C'est là que la vérité m'a frappé comme un coup de poing. Ma mère avait souffert de schizophrénie, une maladie que j'avais toujours redouté de voir apparaître chez moi. Le diagnostic est tombé peu après. Les hallucinations, les délires, tout indiquait que j'étais en train de développer les premiers signes de schizophrénie. Ce Joker, cet homme qui me traquait, n'existait que dans mon esprit malade. Les messages, les apparitions, tout était une création de mon esprit défaillant. On m'a prescrit des médicaments pour contrôler les symptômes. Depuis, les apparitions du Joker ont cessé. Mais l'idée que mon propre esprit ait pu me tromper si cruellement ne me quitte jamais. Je prends mes médicaments, je fais de mon mieux pour rester ancré dans la réalité, mais une part de moi ne pourra jamais oublier ces jours de terreur. Parce que maintenant, je sais que le plus grand danger ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. De ce que mon esprit peut créer, et de ce qu'il pourrait encore me faire vivre. Nous étions un groupe d'amis inséparables, toujours en quête de nouvelles aventures. Cette fois-ci, notre destination était un parc d'attractions abandonné, perdu quelque part dans les montagnes du Montana. L'idée de passer la nuit là-bas nous semblait à la fois excitante et terrifiante, un défi que nous étions impatients de relever. Nous avions entendu parler de ce parc à travers des histoires locales, des légendes urbaines racontées autour de feux de camp. Il avait été fermé dans les années 80, apparemment à cause d'un accident tragique dont personne ne voulait vraiment parler. L'idée de découvrir cet endroit, de fouler le sol où plus personne n'était allé depuis des décennies, nous fascinait. Après des heures de route à travers des sentiers sinueux et des forêts denses, nous avons finalement trouvé l'entrée du parc. La grille rouillée était grande ouverte, comme une invitation macabre. Le parc était encore plus sinistre que ce que nous avions imaginé. Les manèges, autrefois vifs et colorés, étaient maintenant recouverts de rouille et de végétation, leur structure grinçant doucement sous le poids des années. Les panneaux lumineux étaient brisés, leurs néons éteints depuis longtemps. Nous avons installé notre campement près de ce qui avait autrefois été la Grande Roue. L'atmosphère était lourde, et même si nous plaisantions pour détendre l'ambiance, il y avait une tension palpable entre nous. Le soleil se couchait, projetant des ombres longues et inquiétantes sur les attractions en ruine. L'obscurité totale est tombée rapidement, enveloppant le parc dans un silence inquiétant. La première heure s'est passée sans incident. Nous avions allumé un petit feu pour nous réchauffer,
et l'un de nous racontait des histoires de fantômes, cherchant à nous effrayer davantage. Mais alors que nous rions nerveusement, quelque chose d'étrange s'est produit. Un léger bourdonnement a commencé à résonner dans l'air, d'abord presque imperceptible, mais il a rapidement gagné en intensité. Nous avons tourné la tête vers le manège le plus proche, et à notre grande stupeur, les lumières cassées ont commencé à clignoter, comme si elles avaient été soudainement réparées. Une vieille musique d'orgue s'est mise à jouer, résonnant à travers tout le parc. Nous nous sommes tous regardés, incrédules, essayant de comprendre ce qui se passait. Puis, au loin, sur le carrousel, nous l'avons vu. Un clown, vêtu d'un costume délavé et macabre, se tenait là, immobile. Il ne bougeait pas, mais son regard, ce regard perçant semblait traverser la distance, fixant directement nos âmes. Ce n'était pas une simple statue ou une marionnette. C'était un humain, bien vivant, qui se tenait là à nous observer. La panique a commencé à monter en moi. Nous avons essayé de rationaliser la situation, de nous dire que ce n'était qu'une blague, que quelqu'un d'autre devait être là pour nous effrayer. Mais ce clown, avec son sourire figé et ses yeux vides, ne plaisantait pas. Il ne faisait rien, il se contentait de nous fixer, et c'était bien pire que s'il avait couru vers nous. Puis, presque simultanément, tous les manèges autour de nous se sont mis en marche, les lumières clignotantes et les bruits mécaniques remplissant l'air d'une cacophonie terrifiante. Le parc était soudainement vivant, comme s'il avait été réveillé d'un long sommeil, mais avec une intention sinistre. Nous avons paniqué. L'un d'entre nous a crié de partir, et sans réfléchir, nous avons pris nos affaires à la hâte et avons commencé à courir vers la forêt, là où nous avions laissé notre voiture. Les arbres semblaient se refermer autour de nous alors que nous courions, nos cœurs battant à tout rompre. À un moment donné, j'ai jeté un coup d'œil en arrière. Le parc était de nouveau plongé dans l'obscurité totale. Les manèges étaient à l'arrêt, les lumières éteintes. C'était comme si rien ne s'était passé. Un parc d'attractions abandonné, silencieux et morne, comme nous l'avions trouvé à notre arrivée. Nous avons finalement atteint notre voiture, essoufflés et terrifiés. Personne n'osait parler, chacun essayant de comprendre ce que nous venions de vivre. Était-ce une hallucination collective? Une mauvaise blague? Ou quelque chose de bien plus sombre? Nous avons quitté l'endroit à toute vitesse, jurant de ne jamais y retourner. Pendant des semaines, nous avons tous été hantés par cette nuit. Aucun de nous ne pouvait oublier le regard de ce clown, ce sentiment d'être observé, traqué. Nous n'avons jamais parlé de ce qui s'est passé ce soir-là, pas vraiment. Mais une chose est sûre, ce parc, aussi abandonné soit-il, n'était pas vraiment endormi. Et ce clown nous attendait, et je crois qu'il attend encore, quelque part, dans l'obscurité. Ma fille a toujours adoré les clowns autant que je les déteste. C'est une blague courante dans la famille que c'est à cause de sa naissance en 2016, l'année où les gens ont commencé à se déguiser en clown et à errer de manière menaçante. Je détestais ça, et les hormones de grossesse n'ont pas arrangé les choses. Je suppose que d'une manière ou d'une autre, cela a eu l'effet inverse sur ma fille. Depuis qu'elle sait parler, elle a un ami imaginaire. Anne est le fantôme d'un clown pirate. Ce n'était pas si étrange, les enfants ont toutes sortes d'amis imaginaires, et rien de troublant n'en est jamais ressorti à part ma fille qui essayait parfois d'inclure Anne dans ce que nous faisions. Alors oui, c'est un peu étrange, mais elle a 8 ans et déborde d'imagination. Le problème, c'est que, j'ai vu Anne. Pour contextualiser, mon ex-mari ne fait plus partie de ma vie ni de celle de ma fille. C'était un ivrogne, et un violent en plus. Le fait que j'ai la garde complète l'a toujours contrarié, seulement parce qu'il ne voulait pas que je l'aie, par pure méchanceté. Il n'a lutté que pour me faire du mal, sans se soucier de l'impact que cela aurait sur notre fille. J'ai essayé d'obtenir une ordonnance restrictive, mais cela n'a mené à rien. Même s'il est violent, sa colère est dirigée vers les meubles et les objets, pas vers moi ni ma fille. Donc malgré ma peur, la police n'a jamais rien fait. Il ne s'intéresse pas aux abus verbaux ou aux menaces. Tout cela a culminé il y a quelques semaines quand un cirque est passé en ville. Ma fille était désespérée d'y aller, les manèges et les clowns étaient une combinaison à laquelle je ne pouvais pas dire non. Mais comme j'étais très occupé par le travail, nous avons dû attendre l'un des derniers jours avant qu'il ne parte. C'était vraiment magique.
Nous sommes arrivés sur un champ qui, il y a quelques semaines, était vide, et l'avons trouvé grouillant de gens, de tentes et de manèges. Ma fille n'a que 8 ans et n'est pas très grande, malheureusement, le fait qu'elle ne puisse pas monter sur beaucoup de manèges l'a beaucoup contrariée. Le petit train chenille était pour les bébés. Mais son humeur s'est améliorée dès que nous sommes arrivés dans la zone des clowns. Je n'ai pas peur des clowns, c'est juste que, je ne suis pas leur plus grande fan. Pourtant, ma fille s'est éclatée à courir partout et, de manière quelque peu embarrassante, à les présenter à Anne. Les artistes ont joué le jeu, et elle s'est vraiment amusée. Elle a aussi insisté pour faire beaucoup de jeux. Je n'ai aucune idée de comment elle a réussi à si bien jouer au lancer de sac, mais le chapeau de pirate qu'elle a gagné ne pouvait pas être un prix plus approprié. Bien sûr, son explication que c'était Anne qui l'avait aidé n'a vraiment rien expliqué. Je sais que son obsession pour Anne est bizarre, mais comme je l'ai dit, rien de mauvais n'en est résulté. En considérant ce qui s'est passé, Anne commence même à me plaire. Malheureusement, la journée ne s'est pas terminée sur une note heureuse. Est-ce que d'autres parents ont ces rêves stressants où ils ne trouvent pas leur enfant? Quoi qu'il en soit, c'est devenu une réalité. Je ne sais même pas comment cela s'est produit, mes souvenirs sont flous. À un moment, elle essayait de tirer sur des canards en plastique avec un pistolet à eau, et l'instant d'après, elle avait disparu. J'ai essayé de ne pas paniquer immédiatement. Ma fille est petite et timide, il est facile pour elle de disparaître dans une foule. Pourtant, elle n'était pas du genre à s'éloigner, et le fait que mes appels soient restés sans réponse n'était absolument pas rassurant. À ce moment-là, j'étais en mode panique totale, je n'avais aucune idée d'où elle avait pu aller. Quelques personnes ont tenté de m'aider, mais je ne pouvais même pas donner de détails, même si je l'avais voulu. La sécurité est arrivée, je suppose que quelqu'un a dû les appeler. J'ai donné une description et montré des photos, ils ont appelé la police. Il est devenu très clair à ce moment-là qu'elle avait été enlevée plutôt que séparée. Elle savait quoi faire si elle se perdait, il y avait beaucoup de gardes de sécurité à la recherche. Ils ont même fait une annonce sur le haut-parleur du parc. Je n'ai jamais été du genre à être hystérique, mais j'avais du mal à me contenir. Les gens sont partis au fur et à mesure que le parc fermait, et pourtant, elle n'avait pas été retrouvée. Je n'osais pas dire qu'elle avait été enlevée, même si je le savais. Je ne voulais pas que ce soit réel, c'était le genre de choses qui arrivent dans les films, pas dans la vraie vie. Je ne pense pas que je serais rentré chez moi si un officier n'avait pas insisté. À ce moment-là, j'étais trop fatigué pour refuser. Être chez moi n'a rien arrangé, sauf me permettre de tourner en rond sans que personne ne le voie. On m'a assuré 1 million de fois que je serais informé immédiatement si elle était retrouvée. Avec une emphase sur le « si ». Je leur ai dit d'enquêter sur mon ex. Je pouvais le voir faire ça juste pour nous blesser. Honnêtement, j'espérais que c'était lui, il ne lui ferait pas de mal directement. Pas comme quelqu'un d'autre qui aurait pu la kidnapper. Tout ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils allaient examiner cette piste. Je n'ai pas dormi, évidemment. Je suis contente de ne pas l'avoir fait, sinon je n'aurais pas entendu frapper à la porte du patio. Pas le bruit sourd de la porte d'entrée, mais un léger tapotement à la porte que nous utilisions réellement. Cela dénotait une certaine familiarité. J'ai pratiquement dévalé les escaliers. Ma fille était à la porte, portant son chapeau de pirate. Je ne pense pas que je l'avais jamais serrée dans mes bras avec autant de désespoir. C'est alors que je l'ai vue. Ma fille avait dessiné assez de fois Anne pour que je reconnaisse ses cheveux rouges tressés et ses bottes stylées. Plus inquiétant, il y avait ce grand cimeterre dans son fourreau et les taches rouges sur son manteau, son corps peint en blanc et portant un nez de clown et un cache-œil. Elle a disparu dans les buissons avant que je puisse mieux la voir. Pour confirmer ce que je venais de voir. Ma fille est parfaitement calme depuis que c'est arrivé. Apparemment, papa est venu faire une visite surprise, ce qui ne lui a pas plu. Anne l'a ramenée à la maison. La police est arrivée le lendemain pour dire qu'ils étaient allés chez mon ex. Ils l'ont trouvée éventrée. Si je n'avais pas été en train de parler avec ma sœur au téléphone toute la soirée, je serais sans aucun doute leur principal suspect. Heureusement, ils ont cru ce que ma fille leur a raconté avec enthousiasme, ou du moins suffisamment pour me disculper. Tout est redevenu normal maintenant. Sauf que mon ex est mort. Ma fille semble trop calme à ce sujet. Et puis il y a Anne.
Elle est toujours l'amie imaginaire de ma fille, si elle est d'une manière ou d'une autre réelle, je ne sais pas pourquoi elle reste imaginaire. Je ne l'ai pas revue depuis. J'ai même essayé de demander à ma fille si elle pouvait me la montrer. Ma fille était déçue de répondre qu'Anne pense que les choses sont mieux comme elles sont. Je ne sais pas si Anne est réelle ou si un clown sympathique a tué mon ex et ramené ma fille à la maison. Je ne sais pas laquelle des deux possibilités croire. Les deux sont aussi insensées l'une que l'autre. Si quelqu'un a vu une clown habillée en pirate réaliste avec un cache-œil et un nez rouge, merci de me le faire savoir. J'ai l'impression de perdre la tête. Si Anne est vraiment réelle, au moins je peux me rassurer en me disant que ma fille a quelqu'un d'autre pour veiller sur elle. Mais si Anne est réelle, cela pose évidemment la question de ce qu'elle est et de ce qu'elle veut. Je n'oublierai jamais cette nuit de 2016, à Austin, au Texas. C'était l'époque où ces pranks de clowns sinistres faisaient fureur. Les réseaux sociaux étaient inondés de vidéos où des gens déguisés en clowns terrifiaient des passants innocents, les poursuivant dans les rues, armés de faux couteaux, de tronçonneuses, ou autres objets effrayants. C'était censé être drôle pour certains, mais pour nous, ça a failli tourner au cauchemar. Ce soir-là, mes amis et moi étions sortis prendre quelques verres dans un bar du centre-ville. La nuit avait été plutôt bonne, et nous étions de bonne humeur en retournant au parking pour récupérer la voiture. Il y avait Marc, notre ami un peu fougueux, le genre de gars qu'il vaut mieux ne pas énerver. Ce soir-là, il avait bu un peu trop, et pour être honnête, ça nous inquiétait un peu. Surtout parce que Marc ne sortait jamais sans son Glock. Il disait toujours que c'était pour la sécurité, mais on savait tous qu'il aimait simplement être préparé à tout. Alors qu'on s'approchait de la voiture, riant encore de quelques blagues idiotes, un bruit étrange s'est fait entendre dans la pénombre du parking. Le genre de bruit qui vous donne des frissons dans le dos. On s'est retourné pour voir un type déguisé en clown sortir de l'ombre, une batte de baseball cloutée à la main. Son visage était couvert de maquillage blanc et rouge, mais ce qui m'a frappé, c'était le sang qui semblait couler le long de la batte, éclaboussant ses vêtements. Au début, on a pensé que c'était juste un autre de ces idiots qui faisait des pranks. On a même ri nerveusement, mais ça n'a pas duré longtemps. Le clown s'est mis à nous suivre, d'abord lentement, puis il a commencé à accélérer, balançant sa batte comme s'il s'apprêtait à frapper. Les rires se sont transformés en panique. On a commencé à reculer, mais Marc, lui, ne reculait pas. Je voyais son visage changer, la colère monter en lui. On aurait dû partir en courant, mais Marc était ce genre de personne qui ne supporte pas qu'on joue avec lui. Le clown s'est approché de plus en plus, et c'est à ce moment-là que tout a basculé. Marc a sorti son Glock, l'a pointé droit sur le clown et, sans la moindre hésitation, il a tiré. 3 coups de feu ont retenti dans l'air, assourdissant, résonnant contre les murs du parking. Le clown s'est effondré au sol, sa batte tombant avec un bruit sourd. Le silence qui a suivi a été pire que le bruit des détonations. Nous étions figés, incapables de bouger, nos cœurs battant à tout rompre. Marc tenait encore son arme, son visage figé dans une expression de rage et de choc. Finalement, l'un de nous a osé faire un pas en avant, puis un autre. Nous nous sommes approchés lentement du clown, son corps immobile sur le sol, une mare de sang s'étendant sous lui. Je me souviens m'être penché, tendant la main pour voir s'il respirait encore. Avant que je ne puisse faire quoi que ce soit, le clown a soudainement bougé. Il s'est redressé, comme si de rien n'était, ses yeux fixant les nôtres à travers son masque macabre. Il ne disait rien, mais son silence était plus terrifiant que n'importe quel cri. Il s'est levé lentement, vacillant légèrement, puis il a commencé à marcher, s'éloignant de nous, laissant derrière lui une traînée de sang. Nous étions pétrifiés, trop choqués pour bouger ou dire quoi que ce soit. Puis, d'un coup, la panique nous a frappés. Marc a rangé son arme en vitesse, et nous avons tous couru vers la voiture. En un instant, nous étions partis, filant à toute allure hors du parking, le cœur battant comme si nous venions d'échapper à la mort. Les semaines qui ont suivi ont été un véritable enfer. Chaque jour, je m'attendais à ce que la police frappe à ma porte, que tout cela revienne nous hanter. Nous avons tous vécu avec cette peur, cette culpabilité sourde. Marc était persuadé qu'on allait se faire arrêter, que ce clown, ou qui que ce soit, allait tout raconter à la police. Mais les jours ont passé, et rien. Pas de nouvelles, pas de plainte, pas d'enquête.
Le plus effrayant, c'est qu'on n'a jamais su qui était ce clown, ni pourquoi il s'était relevé comme si de rien n'était après avoir été abattu. C'était presque comme s'il n'avait jamais été humain. Comme si quelque chose de plus sombre, de plus sinistre s'était caché derrière ce masque souriant. Et depuis cette nuit, chaque fois que je repense à cet instant, je ne peux m'empêcher de frissonner, me demandant si ce clown est encore quelque part, attendant le moment où il reviendra pour terminer ce qu'il a commencé. Je n'ai jamais vraiment eu peur des clowns avant cette nuit-là. Pour moi, c'était juste des personnages ridicules, bons pour amuser les enfants lors des fêtes d'anniversaire. Mais tout a changé il y a un an, quand j'ai vécu ce que je croyais être mes derniers jours sur cette terre. Tout a commencé par une soirée normale. J'avais passé la journée avec des amis et je rentrais chez moi, tard, après une longue soirée. La route était déserte, et l'obscurité oppressante semblait absorber tout son autour de moi. C'est là que je les ai vus pour la première fois, une camionnette sans marque, garée sur le bas-côté de la route. Je n'y ai pas vraiment prêté attention, jusqu'à ce qu'elle se mette en marche et commence à me suivre. Le stress est monté doucement, mais j'ai continué à conduire, me répétant que c'était sûrement une coïncidence. Soudain, tout a basculé. La camionnette a accéléré et m'a forcé à m'arrêter en plein milieu de la route. Avant que je ne puisse réagir, 3 hommes masqués ont surgi de l'obscurité. Ils portaient des masques de clowns grotesques, déformés, avec des sourires figés qui semblaient se moquer de moi. Mon cœur battait la chamade, mes mains étaient moites de peur. J'ai essayé de me défendre, mais ils étaient trop forts, trop nombreux. Ils m'ont traîné hors de ma voiture, m'ont ligoté et m'ont jeté dans la camionnette. Les 3 jours qui ont suivi sont devenus un cauchemar vivant. Ils m'ont conduit dans une cabane isolée, perdue au milieu d'une forêt que je ne connaissais pas. Là-bas, ils m'ont attaché à une chaise dans une pièce sombre, sans fenêtre, éclairée uniquement par une ampoule vacillante suspendue au plafond. Ils ne parlaient pas. Ils se contentaient de me regarder, leurs masques de clown toujours en place, leurs yeux brillants de folie derrière ces visages déformés. Le pire, c'était le silence. Ce silence étouffant, seulement interrompu par le bruit de mes propres respirations rapides et les cliquetis de leurs outils. Ils ont commencé à me torturer, lentement, méthodiquement. Je n'ai jamais su pourquoi, ni pourquoi ils me prenaient. Ils ne m'ont jamais posé de questions, jamais expliqué ce qu'ils voulaient. Chaque fois que je criais, ils riaient, un rire étouffé par leur masque, mais qui résonnait dans la pièce comme un écho infernal. Leur rire était déformé, inhumain, et se mêlait aux cris de douleur qu'ils m'arrachaient. Ils m'ont battu, brûlé, tailladé, tout en conservant ce calme effrayant, ce silence oppressant, comme s'ils prenaient un plaisir malsain à ma souffrance. Je ne savais plus quel jour, quelle heure il était. Tout était devenu une masse indistincte de douleur et de terreur. Je priais pour que tout s'arrête, pour que la mort vienne me libérer de cette agonie. Mais elle ne venait pas. Ils étaient trop minutieux, trop méthodiques dans leur cruauté. Puis, sans raison apparente, ils ont décidé que c'était fini. Ils m'ont emmené hors de la cabane en pleine nuit, m'ont jeté sur le bord d'une route de campagne et sont partis sans un mot, sans un regard en arrière. Je suis resté là, à moitié conscient, mon corps brisé et ma volonté anéantie. Je ne sais pas combien de temps j'ai attendu avant qu'une voiture ne me trouve, mais à ce moment-là, quelque chose en moi était déjà mort. J'ai appris plus tard que j'avais été victime d'une erreur d'identité. Ils cherchaient quelqu'un d'autre, quelqu'un qui leur avait apparemment fait du tort. Ils m'ont pris pour cet homme et ont décidé de lui faire payer, sans jamais se rendre compte qu'ils avaient tort. Depuis ce jour, je ne suis plus le même. J'ai quitté la ville, coupé les ponts avec tous ceux que je connaissais. Mais je ne peux pas fuir les souvenirs. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois leurs masques, j'entends leur rire. Et chaque fois que je croise un clown, même dans un simple film, la panique m'envahit, me paralyse. Les clowns, ces personnages autrefois innocents et ridicules, sont devenus pour moi le visage même du mal. J'évite les fêtes, les parcs d'attractions, tout endroit où je pourrais croiser quelqu'un avec ce maudit maquillage. Parce qu'au fond de moi, je sais que je ne pourrai jamais oublier ces 3 jours. Ils m'ont laissé pour mort, mais ce n'est pas mon corps qu'ils ont tué ce jour-là, c'est mon esprit. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire.
On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.